mesdames et messieurs, mon nom est François Payotte. Je vous invite à franchir une nouvelle étape dans l'exploration des mystères de la vie en compagnie de mon invité, M. Normand Pinard. Normand Pinard, bonjour. Bonjour François. Normand, en tant que sensitif, vous êtes appelé à utiliser souvent le terme ou le concept de dimension parallèle. Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous clarifier ce terme-là, dimension parallèle? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une dimension? Une dimension, c'est toujours ce qui va avec l'astralité, c'est-à-dire c'est toujours ce qui est perçu à travers des émotions. Et l'intellect chez un individu est toujours conditionné avec cette émotion que nous avons à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que nous analysons toujours une partie de la réalité, croyant souvent la détenir dans sa totalité, et toujours interprétée de manière émotive. À vrai dire, il n'y a pas véritablement de dimension. Il y a simplement une nature, et cette nature-là englobe le tout, à l'intérieur de tout ce qui s'appelle le concept multidimensionnel d'une seule, même et unique réalité. Évidemment, si nous voulons entrer dans des états qui sont différents, et qui nous permettent de connaître la nature sous un aspect qui est nouveau, par exemple, nous pouvons simplement l'expérimenter aussitôt que nous allons en alpha. Nous avons cette contraction du temps. Lorsque vous rêvez la nuit, vous allez dans des endroits, vous vivez une histoire qui peut être à la fois cauchemardesque ou encore agréable, mais vous restez pourtant dans la réalité, dans votre lit, vous ne bougez pas tellement. Pourtant, vous avez une maison, vous avez des décors, enfin, vous entrez littéralement à l'intérieur d'une dimension purement psychique. Et c'est parce que cette dimension est purement psychique qu'il y a contraction du temps. Car tout ce qui est psychique est purement énergétique, sans l'interprétation astrale de l'ego et de l'émotion. Donc pour vous, une dimension, c'est une contraction du temps. C'est surtout une vision des choses, mais c'est une vision des choses qui est limitée dans le concept de la totalité de la nature dans laquelle nous vivons. Une dimension est toujours une vision, si on veut, des choses. C'est une vision astralisée, car dans notre nature, il y a toutes les dimensions possibles. Au niveau même de la nature, au niveau même des états psychologiques, nous pouvons expérimenter une multitude de choses. Nous n'allons pas nécessairement découvrir des dimensions, mais les dimensions viennent en nous faire découvrir que nous sommes. Et c'est à partir de ce moment-là que nous comprenons mieux ce que nous sommes et la réalité dans laquelle nous vivons. Et ces dimensions sont simplement des plans que, malheureusement, qu'on appelle toujours parallèles ou états seconds, mais en réalité, il s'agit simplement de la même et unique chose. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ces techniques qui visent à amener des états altérés de conscience, comme les techniques de biofeedback ou d'état alpha, justement, ou en parallèle aussi des techniques un peu plus occultes telles que la projection astrale? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Oui. Quels sont les mondes, entre guillemets, qui sont visités? Monde intérieur? Ce sont les mondes intérieurs, ce sont les mondes de l'émotivité humaine. C'est pour ça qu'on dit astral, l'émotion. Et c'est à partir de ce moment-là où l'être se rencontre, mais à travers des formes qui sont toujours différentes, à travers des expériences qui sont toujours différentes à comparer les unes aux autres. Nous faisons de la rencontre toujours avec nous-mêmes, mais à travers en employant des dimensions ou des états psychiques différents. En ce qui concerne l'alpha ou l'état de relaxation, c'est toujours une manière aussi d'entrer en relation avec nous, mais il y a compression du temps, parce que le temps est une dimension que l'énergie s'est donnée, mais le temps encapsule, l'énergie encapsule elle-même le temps nécessaire contenu pour pouvoir, elle, justifier un degré d'épanouissement par rapport au temps comme tel, par rapport à l'énergie qui doit s'épanouir. Pour que l'énergie s'épanouisse, il fallait un temps. Mais lorsque nous faisons une expérience uniquement psychique, à l'intérieur des rêves, par exemple, nous entrons là dans un plan uniquement énergétique, sans l'intellect, et c'est pour ça que nous entrons dans une dimension de temps qui est différente. Parce que tout ce qui est psychique est énergétique. Et quand nous faisons l'expérience de l'énergie, le temps change. Car il n'est plus soumis aux lois de l'émotivité et de l'intellect. C'est pour ça que vous pouvez voir votre vie en 30 secondes de rêve et que vous pouvez... il y a toutes sortes d'expériences de compression dans le temps qui peuvent se vivre en alpha aussi bien qu'à l'état de rêve. Vous avez vous-même utilisé plusieurs fois le terme de multidimensionnalité de l'homme. Et les hindous, dans leur doctrine ésotérique, ont fractionné le monde, l'univers intérieur en 7 plans, lesquels sont même encore partagés en sous-plans, mais à partir du plan physique
vital, astral, mental, inférieur, mental supérieur, atmique et bouddhique chez les hindous. Est-ce que ces différents plans ou ces différentes couches correspondent à des états plus ou moins conscients ou supraconscients de l'homme? Oui, définitivement. Ce sont des dimensions. Ces dimensions de conscience. Ce sont des dimensions de conscience, oui. D'ailleurs, pour donner un exemple très simple, je vais vous demander quand même de mettre votre question un peu en veilleuse parce qu'elle est très intéressante, mais j'aimerais simplement dire ceci, qu'un individu qui a atteint un plus haut niveau de la conscience ne peut plus percevoir les choses exactement de la même manière. Il ne perçoit pas exactement de la même manière. Il y a une interprétation, si on veut, toujours émotive chez la majorité des gens. Ce qui fait qu'un individu qui a atteint un plus haut niveau de la conscience a une vision simplement plus claire de sa réalité. Et ce qu'on appelle les dimensions, par exemple, les 7 plans, si vous voulez, ce sont des plans simplement différents de la conscience qui permettent de plus en plus d'épurer l'astral qui est dans l'homme, d'épurer les émotions qui ne sont plus subtiles, d'épurer de la mémoire. Il en est de même, par exemple, pour des individus qui vont aller en thérapie, que ce soit une thérapie psychanalytique, psychiatrique, psychologique ou d'autres ordres, à n'importe quel niveau, agir sur le corps, pour agir sur l'esprit pour le corps. Ce sont toujours des expériences qui vont permettre l'émotivité de tomber, c'est-à-dire la mémoire qui appartenait autrefois à l'individu dans son conditionnement social, ses propres interdits, de tomber et de pénétrer à l'intérieur d'une véritable dimension, c'est-à-dire sa propre dimension intérieure, sans l'interprétation de l'astralité, d'une émotivité qui ne répond pas à ce que l'individu est, car tout dans sa vie, à ce moment-là, n'est plus assujetti à la distorsion ou à l'interprétation. Alors, quand on mentionne, par exemple, une chose ou qu'on dit quelque chose, une personne qui a l'esprit normalement clair perçoit bien le message, tandis qu'une personne qui a une très grande émotivité interprète le message à travers sa propre grille analytique, à travers les émotions, à travers son ego, à travers finalement tout ce qui est la dimension propre de la personne. Il ne faut pas oublier que lorsque nous rencontrons une personne, nous voyons dans cette personne non pas juste un être, mais nous voyons tout un monde. Et cette personne-là vit, c'est sûr, des choses qui sont très différentes au niveau même des rêves. Le temps n'est pas nécessairement la même chose pour tout le monde. Il y a des gens qui vont vous dire, au cours de même unique soirée, le temps me semble très long, et pour d'autres, ça me semble très court. C'est ça, oui. Il y a tout un phénomène de relativité concernant la dimension psychique. Les drogues, d'ailleurs, peuvent permettre à certaines personnes, quand c'est bien orienté, mais ce n'est pas le cas, mais je pense que dans les tribus primitives, autrefois, on utilisait justement les drogues pour accéder à des états de conscience, de dimensions différentes à l'intérieur de l'être. Mais aujourd'hui, ce serait quelque chose de plutôt dangereux. Mais sans utiliser de drogue, comment est-ce qu'on peut arriver à des états différents de conscience? Oh, je peux dire ceci, il n'est pas nécessaire d'utiliser des drogues. Quand vous dormez la nuit, vous êtes déjà dans un état de conscience différent. Vous êtes déjà en train de faire l'expérience de vous-même dans une autre dimension de votre propre nature. C'est-à-dire que vous faites l'encontre de vous-même avec vous-même, mais dans une dimension qui vous est propre. Tous les individus rêvent la nuit, mais si vous avez un ensemble de la population qui se raconte le rêve, nous allons vite nous apercevoir qu'il y a une grande différence entre de rencontrer des gens qui sont sur la rue Sainte-Catherine. On va prendre environ 30 personnes qui se promènent sur la rue Sainte-Catherine et vous allez demander à ces 30 personnes-là quels sont vos rêves que vous avez vécus cette nuit. Et il va y avoir 30 histoires totalement différentes. 30 univers qui vont être complètement différents. Alors là, à partir de ce moment-là, on peut dire que chaque individu fait l'expérience de sa propre dimension. On n'échappe pas à soi-même. On fait toujours l'expérience de soi. On fait toujours l'expérience de ce qui est nous, finalement. Et le travail, ce travail qui est très important, consiste à perdre les émotions qui ne sont plus utiles, que l'on appelle l'astral. Maintenant, en dehors des états psychiques ou des états altérés de conscience, il y a des tentatives de faire passer de la matière dans des dimensions parallèles, comme l'expérience du Philadelphie. Vous avez entendu parler de ceci, supposément une expérience américaine qui visait à dématérialiser un bateau, un navire, et qui aurait supposément réussi. Est-ce que vous accordez un crédit à ce genre d'expérience? Je vais vous dire une chose, je ne pourrais pas accorder de crédit, moi, quand je n'ai pas les documents, etc. Bon, pour moi, ça demeure un excellent film. Est-ce que c'est du domaine du possible? Oui, c'est du domaine du possible, définitivement. On ne peut plus mentionner en 1987, par exemple,
que les choses que nous vivons aujourd'hui font partie, que nous vivrons même dans l'avenir. Le mot impossible n'existe plus. Je pense que nous avons réussi. Il y avait justement ce jeune homme qui s'est fait couper un bras, n'est-ce pas? Et quelques mois avant, il y avait un robot qui s'appelle Aspar. Et vous ne pouvez pas remplacer votre bras. Moi, je le peux. Alors, le robot s'est déjà trompé. On a pu recoudre les tissus, etc., pour le bras de cet enfant. Alors, l'impossible n'existe pas. C'est-à-dire que la mesure où l'homme ira dans la mesure de son intelligence, dans la mesure de la nature, il comprendra que tout ce qui est impossible, c'est une chose qui n'existe pas. Parce que l'énergie ne peut pas se poser cette question sur elle-même et dire « je ne peux pas être » de l'énergie pouvant continuer à faire le cheminement de mon œuvre, à être ce que je suis. Hein. Et si cette énergie entre dans l'homme et que l'homme puisse laisser entrer cette énergie parce qu'il ne met pas d'émotivité qui peut causer le blocage de la descente de cette énergie-là, l'homme comprendra qu'il n'a pas à faire face à aucun mur, à aucune chose qui pourrait entraver sa démarche, mais que l'énergie est quelque chose qui amène toujours l'individu à un plus haut plan de la compréhension de sa nature, et toute chose impossible devient alors possible. Il sera possible pour l'homme un jour de voyager dans le temps. La machine à remonter le temps. La machine à remonter le temps, aussi bien que c'est possible de le faire déjà avec ce. Il est possible d'entrer dans la mémoire akashique de l'humanité, d'entrer dans l'inconscient collectif de l'humanité et faire l'expérience du temps. Mais il faut que ce soit fait chez un individu en son temps. Parce qu'un individu qui pourrait avoir certaines de ses facultés et qui n'aurait pas épuré de son émotivité, de son astralité, est un individu qui ne pourrait pas fonctionner à l'intérieur du moment présent. Et c'est le seul endroit où peut s'opérer toute la magie de l'être d'un humain pour qu'il puisse aller plus loin, pour qu'il puisse justement se défaire de plus en plus de son émotivité. On pourrait dire ici que vivre dans le moment présent, c'est toujours vivre le déconditionnement de son émotion. Alors lorsque vous placez toujours tout au conditionnel du futur, de quand j'aurai atteint telle et telle chose, nous échouons définitivement. L'homme échoue parce que l'énergie ne peut pénétrer que dans le ici et maintenant pour faire son œuvre et débrancher tout ce qui est astral en lui. Autrement dit, qu'il apprenne à devenir avec l'énergie plus intelligent, qu'il puisse accéder simplement à lui-même. À supposer qu'il y ait des sous-plans de la matière ou des mondes parallèles, par qui ou quoi serait-il habité? Quel serait le genre de vie que vous pouvez entrevoir? Oh, c'est habité par de la mémoire. Si vous rencontrez par exemple un esprit, l'esprit est mémoire. Si vous rencontrez des fantômes, tout est toujours relié à la mémoire du passé. C'est pour ça qu'à chaque fois que nous rencontrons des êtres dans le domaine des dimensions parallèles, presque la majorité du temps, nous rencontrons seulement que de la mémoire. Hein? Des gens qui auraient vécu, etc. Mais en général, ce que nous projetons dans les dimensions parallèles, c'est souvent nous-mêmes, mais à un niveau de la conscience qui est différent. C'est-à-dire que nous utilisons des énergies extrêmement subtiles pour mettre en place, avec cette énergie subtile-là, des formes qui ressemblent automatiquement à celles de l'homme. Ça ne pouvait pas ressembler à un bâton, ça ne peut pas ressembler à une chaise. Cette forme, il fallait qu'elle ressemble automatiquement à l'homme. Alors, c'est pour ça qu'il y a entité. Mais les entités, c'est encore une projection de ce que l'on est en tant qu'être, que ce soit au niveau de la mémoire akashique de l'humanité ou que ce soit l'expérience instantanée de l'individu qui rentre en contact avec son intelligence en projetant une forme à l'extérieur de lui pour que la forme, que l'on appelle le double, lui apprenne des choses en loi de la causalité. Donc la multidimensionnalité des mondes ou de notre conscience est habitée par des autres nous-mêmes en tant que mémoire. Exactement, oui. Ou forme pensée, ou énergie. C'est toujours énergie. Toute chose est énergie, mais il y a une énergie qui est polluée et il y a une énergie qui est pure. Et la différence entre les deux, c'est que l'énergie qui est polluée, c'est une énergie qui a appartenu autrefois à ce qu'elle devait être pour faire ce que l'homme est aujourd'hui. Autrement dit, il devait y avoir... cette énergie devait créer, elle devait se manifester à l'intérieur d'un récipient qui est l'homme. Mais l'homme ne pouvait pas être le récipient parfait de cette énergie-là avant l'évolution que ça demandait sur plusieurs milliers d'années.
Il fallait que l'homme arrive à ces milliers d'années pour pouvoir accéder à lui-même, pour pouvoir se comprendre. Et c'est pour ça que lorsque vous rentrez, par exemple, dans des états seconds, et que vous voyez, par exemple, au début, souvent vous pouvez rencontrer des créatures hideuses. Ces créatures hideuses, aux dents machiavéliques parfois, pour certaines personnes, c'est souvent la mémoire animale de l'homme. Il faut toujours comprendre qu'autrefois, nous étions carnivores, nous sommes d'ailleurs encore aujourd'hui, mais il fallait une dentition qui allait en fonction exactement de ça. Alors nous rencontrons toujours la forme qui a servi d'homme, mais nous l'amenons dans le moment présent et nous en faisons une projection croyant qu'il s'agit là de monstres, mais il s'agit simplement d'un contenu de la mémoire akashique de l'humanité et la mémoire cohabite encore dans ces plans subtils de l'énergie. Et l'individu qui est en résonance vibratoire avec cette mémoire-là entre en contact automatiquement avec ces entités-là, qu'il prend pour des monstres, mais en réalité il s'agit simplement de ce qu'a été l'homme autrefois, ce qu'il devait être. Et c'est pour ça qu'il est important de sortir du côté démon des choses, de sortir du côté monstrueux, de sortir du côté de la laideur. Il n'y a pas de laideur dans la nature. Il faut comprendre que lorsque l'on observe la nature, un jardin, la laideur n'est quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de rose laide, par exemple. Mais il a fallu un ajustement énergétique dans l'homme avec toute sa mémoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est bon, le temps est arrivé d'épurer de cette mémoire et de comprendre qu'est-ce qui cohabite ces autres plans et que ce n'est pas si loin de l'homme que ça. Bon, mais le concept, par exemple, de l'ange gardien, est-ce que c'est pas un concept d'habitation de ces plans parallèles? Oui, définitivement, c'est le but. Et toute la hiérarchie des anges, séraphins, chérubins, etc. Oui. Donc il y aurait peut-être des états vibratoires plus ou moins élevés Oui. qui seraient habités par des consciences plus élevées que celles que l'homme possède. Oui. Mais aujourd'hui, en 1987, il ne faut plus passer par ces archétypes. Il ne faut plus passer par ces images que l'homme s'était données autrefois pour accéder à des niveaux supérieurs de la conscience, parce qu'aussi longtemps, ces créatures ou ces anges, ou etc., elles existent. Ça existe, le double. Mais l'affaire, c'est que nous plaçons toujours à l'extérieur de nous et nous allons demander à l'extérieur de nous que l'extérieur règle l'intérieur. Et on ne peut plus passer aujourd'hui. Et ça, c'est ça la mutation de l'homme. On ne pourra plus passer par l'extérieur pour arriver à l'intérieur. Et tous les gens qui vont essayer dans l'avenir, et ça je le dis pour tous les gens qui sont dans le domaine ésotérique en ce moment, qui vont tenter d'aller vers l'extérieur, à l'aide d'archétypes, etc., pour faire un travail, ça ne fonctionnera plus. Qu'est-ce que c'est qu'un archétype? C'est cette image qui est imprégnée au niveau de la mémoire, au niveau de tous les temps, qui a pris une force terriblement puissante au niveau justement des dimensions et des plans parallèles. C'est une mémoire énergétique, c'est un égrégore énergétique. On pourrait dire que c'est cette forme d'énergie dans laquelle l'homme peut entrer en contact pour obtenir une certaine connaissance, mais non pas obtenir le savoir de ce qu'il est. Il y a une différence d'obtenir de la connaissance de ce qui a déjà servi peut-être la mémoire des pharaons, de ce qui a pu servir à certaines sociétés primitives autrefois. Mais aujourd'hui, l'homme devra passer par lui-même et aller au-delà de ces mémoires terriblement puissantes, parce qu'il ne faut plus être dans cette mémoire. Il faut être ici et maintenant dans le moment présent pour accéder à nous-mêmes simplement. Sinon, nous allons être constamment assujettis à ces formes de mémoire, assujettis à ces dimensions qui ne sont plus utiles, qui n'ont pas leur utilité. J'en reviens toujours, pour moi, la dimension qui est la plus importante est toujours celle de vivre simplement le moment présent. Car en se dégageant du futur, en se dégageant du passé et du futur, on se dégage toujours de la condition qui fait que dans le moment présent, nous échouons constamment à être heureux parce que tout est conditionnel. Ah, ben vous savez, il m'est arrivé un accident, c'est du karma. Alors que c'est simplement peut-être que si l'individu aurait regardé la rue avant de traverser, ça n'aurait pas été du karma, mais c'était plutôt sa manière de traverser la rue qui fonctionnait mal. Alors, si on regarde toujours en termes de karma, c'est qu'on devient prisonnier en disant que tous nos malheurs, ben, ça vient du passé, ça vient du karma. Et il y a l'autre individu qui place tout au niveau du futur en se disant, ben, finalement, mais que je réalise tel projet, je serai heureux. Et jamais dans le moment présent, l'être peut arriver à être totalement, à laisser descendre cette énergie en lui pour exploser, pour être le siège de sa propre intelligence. Et il passe à côté. L'énergie ne peut pas passer dans le futur et ne peut pas non plus passer dans le passé. Elle peut être astralisée et pénétrée et nous faire penser que nous pensons de telle manière alors que tout est simplement de la mémoire. Et nous passons constamment à côté de ce que nous sommes réellement. Vous dites souvent que tout est un. Est-ce que ça veut dire que les dimensions se rejoignent quelque part? Oui.
Les dimensions se rejoignent toujours dans le moment dans lequel nous vivons, et c'est pour ça que nous vivons avec de la mémoire. Et c'est pour ça que notre pensée, elle est astralisée. C'est parce que toutes les dimensions se rejoignent. Mais l'homme faudra comprendre que justement, que toutes les dimensions se rejoignent. Et c'est à partir de ce moment où il comprendra que l'énergie de la mémoire peut agir dans le moment présent s'il ne tient pas compte de cette chose-là, s'il se laisse entraîner par cette chose-là et fabriquer de la destinée dans le futur. Autrement dit, vous dites donc que ce sont les mémoires qui nous influencent. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Les mémoires nous influencent toujours. Les mémoires, que ce soit la mémoire du conditionnement social, la mémoire akashique de l'humanité, nous sommes mémoire. Et les archétypes sont aussi peut-être une forme de mémoire, dans une forme d'émotion condensée qui remonte aux origines de l'homme. Si on prend par exemple l'archétype du grand sauveur, si on veut, qui s'est traduit par le Christ, qui s'est traduit par en fait tous les héros. Tous les héros qui étaient situés à l'extérieur de nous. C'est parce qu'autrefois il y avait le soleil, il y avait des tremblements de terre, il y avait des gens qui perdaient la vie, il y avait le soleil qui est important, et il y avait donc une polarité du bien, du mal. Alors il y a eu un grand sauveur dans la religion, dans certaines religions, il y a eu un grand sauveur, il y a eu l'anti-sauveur. Alors c'est ça, c'est une vision qui est très archaïque des choses, c'est une vision qui ne peut plus correspondre aujourd'hui à l'homme qui est intelligent. Il faut se dégager de ça. Et est-ce que les notions d'enfer, de purgatoire et de paradis, par exemple, correspondent à ces dimensions-là ou à ces mémoires ou ces archétypes? Non, ce sont simplement des états d'être dans l'individu qui chemine dans le moment présent. C'est pour ça que j'ai dit toujours aux gens qui souvent viennent me voir, etc. Il ne faut pas essayer d'être heureux avant le temps. Il faut que la mémoire, qui n'est plus utile, se perde. Il faut quand même laisser au temps le temps de faire son œuvre pour que nous puissions accéder à un niveau supérieur de la conscience. Mais on ne peut pas demander un niveau supérieur de la conscience sans, dans le temps, vivre l'expérience nécessaire pour y accéder. On peut donc dire qu'il y a des états de conscience ou des états d'être qui sont paradisiaques ou infernaux. Oui. Suivant le crédit qu'on donne à sa mémoire. Oui, si vous avez des gens, par exemple, qui ont une peur, des gens qui souffrent d'angoisse, des gens qui ne sont pas bien, ils sont l'enfer, ils le vivent. Oui, et c'est souvent pour se protéger. D'ailleurs, une névrose, par définition, c'est une façon de se protéger d'une agression de la vie. C'est une manière de se protéger de nos mémoires. C'est une manière d'éviter ce que l'on est. Et la peur est une projection astrale faite à l'extérieur de nous. Je rencontre par exemple souvent des gens qui vont avoir peur. On peut prendre des gens qui ont peur des ascenseurs pour prendre cette peur parce qu'on la rencontre très fréquemment. Il ne s'agit pas vraiment d'un être humain qui a peur des ascenseurs, mais qui se cache quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur de lui et qui préfère fixer sa peur à l'extérieur dans cette symbolique-là que de s'affronter lui-même pour comprendre qui il est. Parce que ça l'arrange. Et ça, disons que tous les psychologues le savent très bien. On ne peut pas... Les peurs, on dit qu'elles sont irraisonnées. C'est vrai, elles sont irraisonnées pour la simple et bonne et unique raison que la peur est toujours le produit de l'émotivité, de la mémoire, qui n'a plus d'affaire dans le moment présent. Mais si la personne a été sous l'emprise, par exemple, d'un conditionnement, soit avec son père ou soit avec sa mère, et qu'il y a eu toutes sortes de problèmes, bref, que ça a bardé au niveau du contexte familial, il est bien évident qu'une personne un jour peut développer toutes sortes de peurs, mais qui n'ont pas rien à voir avec l'ascenseur, ni avec le métro, ni avec des foules, ni avec des chats, mais qu'il y a toute là une mémoire astralisée, donc émotive, qui empêche l'individu de vivre simplement dans son moment présent et d'accéder à des niveaux supérieurs de la conscience. Donc ces mémoires-là sont des dimensions polluées de nous-mêmes. Exactement. Comment est-ce qu'on peut entreprendre une dépollution de ces dimensions? En se regardant froidement, en ayant un rapport avec soi qui est clair, en ne se mentant pas, en ayant avec nous une relation qui est honnête, et à mesure où un individu accède de plus en plus à ses déblocages, il met une lumière, il met quelque chose de transparent à l'intérieur de lui qui va lui permettre de voir les autres tels qu'ils sont, c'est-à-dire d'une manière transparente. Il ne se ment plus, il ne ment plus, et on ne peut plus lui mentir. C'est aussi simple que ça. Il ne se déplace plus à l'intérieur d'un monde astralisé, mais d'un monde qui appartient à l'intelligence. Parlant de monde, on vit dans un monde hyper développé au niveau des communications, et pourtant, paradoxe, il semble que c'est ce monde ou cette civilisation dans laquelle il y a de moins de communication aujourd'hui, d'être à être. Est-ce que le fait de parler de ces problèmes peut réussir à nettoyer les zones inconscientes? Si on parle, oui, on peut parler de ces problèmes, mais on peut parler de ces problèmes avec des gens qui sont intelligents, avec des gens qui sont compétents, avec des gens qui ne sont pas astralisés,
Si on parle de ces problèmes avec des gens qui ont déjà plein de problèmes, ça va faire justement un ramassis de problèmes. Il faut parler avec des gens qui sont capables de comprendre justement où est situé tel ou tel problème. Et si nous vivons dans un monde où la communication est difficile, mais c'est parce que nous sommes entrés dans une société où les moyens de communication aujourd'hui sont extraordinairement puissants et où on s'aperçoit de plus en plus que tout est astralisé. C'est-à-dire que les autres comprennent exactement pas tout à fait ce qu'on voulait leur dire. Et ça insécurise beaucoup l'ego. Ça insécurise beaucoup le monde des émotions d'un individu parce qu'il a une difficulté à ce moment-là de se faire comprendre. Nous vivons dans une société au niveau de communication qui est très puissante. Vous faites une différence donc entre jaser et puis parler réellement. Oui, jaser, ça c'est gaspiller de l'énergie. Parler, c'est causer un choc vibratoire qui permet à un individu d'accéder à un plus haut niveau de la conscience. Parler est vibratoire. Parler, c'est magique. C'est le verbe qui se fait chair. C'est la consonance vibratoire de la parole. Normand Pinard, je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Je vous rappelle que M. Normand Pinard donne des consultations et que pour le rejoindre, il faut composer 254 59 19. Ça, c'est pour les consultations privées. Et qu'il est également régulièrement, une fois par mois, en conférence publique. Vous pourrez donc le voir le samedi 28 février à 20 h dans une conférence intitulée « Les dimensions parallèles », située, cette conférence, au 140 boulevard Crémazie-Ouest, suite 1107. L'entrée est sur la rue de Reims, à deux rues à l'ouest de Saint-Laurent. Le stationnement est gratuit. Je vous rappelle également que pour nous faire parvenir vos commentaires ou nous adresser des suggestions de thèmes particuliers que vous aimeriez voir développés sur cette émission, nous écrire à Au-delà du connu, CMCL TV, 2830 boulevard Saint-Elzéar Est du Vernet-Laval, H7E 4P2. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.